Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez mené une carrière qui a débuté par des cheveux couleur verte, avant de transformer ces cheveux et votre carrière en un arc-en-ciel d'activités, parfois en vert, mais jamais contre tous et surtout pas contre le public. Bonjour Kent. Bonjour. Alors c'est vrai que vous revenez aujourd'hui avec Kent en scène, un double CD qui reprend des chansons de concert que vous avez réalisées, parce que vous avez fait tellement de choses que quelquefois on s'y perd, et je pense que les clés d'une vie vont permettre de remettre dans l'ordre toutes ces activités. Vous n'avez jamais arrêté. Non. Voilà. Non, pas vraiment. Voilà, vous avez raison. Alors, on va évoquer ces activités, d'autant plus que depuis 2 jours, nous sommes à Lyon, sur 105.8, et que Lyon est cher à votre cœur. Tout à fait, oui. On va en parler. Mais avant, on va revenir à une date importante, qui est le 21 mai 1978, votre première télévision avec cette chanson. Betsy Party, c'est l'émission Blue Jeans de Jean-Loup Lafont, où vous êtes avec Star Shooter. Vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien, parce que c'était notre première émission de télévision, bien sûr. Voilà. Ouais. C'était émouvant. Bah, c'était émouvant, surtout pour ma mère, je pense. Parce que ça faisait quand même quelques années auparavant où j'avais arrêté mes études et je travaillais à droite à gauche, et elle se demandait pourquoi j'avais fait ça, alors que j'étais censé être doué et puis donner l'exemple dans la famille, quoi. Oui. Et quand elle m'a vu à la télévision, elle a compris que j'avais eu raison de m'entêter. Voilà. Jean-Loup Lafont était à l'époque l'animateur préféré des jeunes, à la fois sur Europe 1 et à la télévision. Et c'est vrai que les jeunes suivaient le mouvement. Star Shooter, ça a tout de suite marché. Oui, ça a tout de suite marché, sans compter les années de répétition dont je parlais juste avant. Mais disons que à partir du moment où on est monté sur une scène, c'était une question de quelques mois pour se faire connaître. Mais parce que je pense qu'il y avait une attente du côté de notre génération, de cette jeunesse, il y avait une attente d'une musique plus dynamique et rentre dedans, avec des paroles qui parlaient d'eux. Alors, le groupe, je crois, il est né d'abord sur les bancs du collège à Lyon. Oui, bien sûr. Il est né. J'étais en 3e. Oui. On était au fond de la classe, comme tout bon. Cancre. J'allais dire. J'osais pas dire cancre parce qu'on n'était pas des cancres. En fait, on était un peu des chemins-foutistes. Et puis voilà, on préférait écouter des disques que faire nos devoirs. Et c'est comme ça qu'on a monté le groupe. Voilà. Et c'est vrai que vous arrivez un jour à la maison et vous dites à votre mère que vous allez vous faire teindre les cheveux en vert. Ah, vous savez des choses, c'est incroyable. Oui, c'était pour un anniversaire, je crois que c'était pour mes 16 ou 17 ans. Et à l'époque, je prêtais ma tête à un coiffeur, parce que j'aimais bien faire des expériences. Et il m'avait dit, j'ai reçu des teintures de couleur. Mais alors, c'était pas blond au burn et tout ça, c'était vert, bleu et tout. J'ai dit, je suis très tenté, je veux bien faire les cheveux verts pour mon anniversaire. Je l'ai dit à ma mère, elle n'y a pas cru, elle a continué à couper les carottes pour la cuisine et tout ça. Et puis quand le lendemain je suis arrivé avec les cheveux verts, c'était mal pris, on va dire. Ouais. C'est-à-dire ça a duré 24 heures. Ça a duré 24 heures, ouais. J'ai pas eu le droit de rentrer chez moi tant que je m'étais pas fait redéteindre les cheveux. Voilà. Je crois qu'il y a un professeur d'allemand aussi qui a très mal pris la chose. Disons qu'il a bien pris, il l'a pris avec les doigts justement. Quand il m'a vu débarquer dans la classe avec les cheveux verts, il a tiqué, il a dit c'est pas possible. Il pensait que c'était une perruque. Il m'a dit enlevez tout de suite cette perruque. Et toute la classe s'est esclaffée parce que savait très bien que c'était pas une perruque. Et là, il s'est approché de moi rapidement. Il m'a pris les cheveux comme ça avec la main. Il a tiré, puis c'était mes vrais cheveux. Il a dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon voilà quoi. Mais surprise. À l'époque, c'était pas courant ça, Kent. Je devais être le seul sur Terre à avoir les cheveux verts. Parce qu'aujourd'hui, on croise même dans le métro des punks qui ont des cheveux de couleur particulière, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ah ben, j'étais même pas punk, j'étais juste un jeune garçon qui voulait avoir les cheveux verts, c'est tout. Voilà. Et vous aviez cette époque, c'était plutôt en musique glam rock, genre David Bowie. Voilà, l'inspiration venait de là parce qu'il avait les cheveux roux, presque rouges et tout ça, donc ça venait de là, bien sûr. Et David Bowie, d'ailleurs, on l'a un peu oublié, tout à fait débutant, il tombe sur une maquette à Londres d'une chanson qu'il enregistre, il ne la sortira pas et quelqu'un d'autre la sortira, c'était My Way.
La Oui. première version de My Way, c'est David Bowie qui l'a enregistrée en maquette seulement. Il devait traduire en anglais les paroles et il a fait un texte qui n'a pas plu. Au bout du Exactement. compte, c'est Paul Anka qui a fait le... Après, parce qu'il y a eu Après. d'abord, comme d'habitude, la chanson a été refusée par Hugo Frey, elle est devenue comme d'habitude par Claude François, Paul Anka l'a entendue et l'a traduite pour Sinatra. Voilà. Alors, la musique, ça vient d'où cette passion, Kent? Ça vient de l'ennui, je pense. J'étais un enfant unique et élevé par sa grand-mère essentiellement, et donc je passais mon temps en fait à écouter la radio et j'aimais bien les chansons qui passaient. J'avais des plus grands cousins que moi, qui avaient une dizaine d'années de plus, qui m'emmenaient dans leur surprise party aussi. Donc j'ai appris à danser le twist à 3 ans. Voilà. Oui, quand même. Voilà, oui, quand même. Et donc il y avait ça de ce côté. Puis l'autre côté de l'ennui, c'était aussi la bande dessinée, le journal de Mickey, le jeudi. On va en parler tout à Voilà, l'heure. c'est ce qui fait que j'ai meublé mon ennui avec ça, et c'est bien. Alors, Kent n'est pas votre vrai nom, c'est Hervé Despès, je crois. Oui, Hervé Despès. Oui. Et vous avez grandi à Lyon. Alors, c'est très particulier sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est pas n'importe quoi à Lyon. Alors pour être plus précis, je suis né à la Croix-Rousse, Oui. et je suis tout de suite allé vivre à Montluel, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Lyon, oui. Lyon. Ma petite enfance s'est passée là, et après je suis revenu sur Lyon avec mes parents, à Caluire, qui est limitrophe avec la Croix-Rousse, et j'ai pu vivre à la Croix-Rousse quand j'ai vécu de ma vie quand j'ai quitté mes parents, quoi. Voilà. Mais à la Croix-Rousse, c'est très particulier parce qu'on descendait en ville. Oui. Oui, on descendait en ville, et j'ai même connu à cette époque-là des gens qui ne descendaient pas en ville, quoi, justement, qui avaient pas besoin, qui disaient ça fait bien 15 ans que je suis pas descendu en ville, alors que quand même ça dure 10 minutes la descente. Oui. Hein, voilà, on prend. 4e au 1er arrondissement, je crois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, ce qui est amusant maintenant, c'est que des amis de mon âge se comportent ainsi maintenant. Quand je vais les voir et je leur dis alors ça va, tout, vous êtes toujours content d'être à Croix-Rousse? Oh bah ça fait bien 15 ans qu'on n'est pas descendu en ville. Ça m'amuse complètement, quoi. C'est vraiment un village à part. Oui, et je crois qu'en plus, il y avait 2 groupes sociaux à une époque. Il y avait un groupe qui était voué à la prière et à la méditation, dans des enclos religieux, et un groupe qui travaillait une population laborieuse, des marchands, des fabricants. Et c'est le mélange des deux qui existait à la Croix-Rousse à l'époque. Bah, c'est les canuts qui, justement, tous ces beaux appartements qu'on voit à la Croix-Rousse maintenant, qui sont d'anciens ateliers de canuts, c'est là où on faisait les vêtements des prêtres, des évêques et tout ça, qui eux officiaient sur l'autre colline, parce que la Croix-Rousse c'est une colline, en face c'est Fourvière, et voilà. Donc c'était les 2 collines ennemies. Alors, il se trouve que si vous êtes élevé par votre grand-mère, c'est que vos parents travaillent du matin au soir, Kent, à l'époque. Oui, c'était, ça m'a toujours semblé naturel, parce que je suis issu de ce milieu-là, quoi. C'est-à-dire que mes parents, si j'habitais chez ma grand-mère, c'est que mes parents travaillaient 6 jours sur 7 environ. Que je dis environ, parce que des fois ils avaient 5 jours sur 7, et ils se levaient à 5 heures du matin pour aller travailler à Lyon, justement. À l'usine. Ils rentraient, à l'usine, tous les deux. Ils rentraient tard le soir, donc je les voyais le soir avant d'aller me coucher, et puis je les voyais le week-end. Alors, Montuel dont vous parlez, c'est un village, enfin, il y a 3000 habitants maximum. À cette époque-là, alors je ne entre saurais pas 2000 et vous dire. 3000, j'ai regardé. Ah, bien. Et ce village, vous le connaissez par cœur, vous y revenez régulièrement. Oui, je suis assez nostalgique des lieux de mon enfance. Et l'intérêt en plus de Montluel, c'est que ça n'a pas changé, parce qu'il a un centre historique, en fait. Il y a quelques bâtiments du XIIIe siècle qui fait qu'on ne peut pas dénaturer le centre de la ville. Donc je retrouve mes marques tout le temps. Il y a une Madone aussi qui vous émeut. Ah, beaucoup. Ça, c'était la balade avec ma grand-mère le jeudi. On montait là-haut parce qu'il y a le cimetière, et une Madone juste à côté. C'est une colline qui domine à la fois la ville ou le village, et qui domine tout le paysage alentour. J'ai beaucoup rêvé là. Et ça inspire ensuite des mélodies, des musiques, ou c'est un rêve personnel que vous aviez? Ça a inspiré des chansons, des musiques, oui, effectivement. Et je veux pas dire que j'y retourne régulièrement, non, mais quand je peux, j'y vais, et me retrouver là-bas, c'est étonnant de ressentir des sensations de l'enfance. Et il y a un autre chanteur qui est né justement à Montuel et qui a eu son heure de gloire en 68. Il s'appelait Évariste et il chantait « Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral ?» Allez, il est de Montluel. Oh, tell me, dis-moi, do you know the beast? Connais-tu le général? Who
Il s'appelle Joël Stennemer, il a 80 ans aujourd'hui. Il a été un chercheur indépendant. Il est à l'origine d'une théorie sur des phénomènes vibratoires. Voilà. Mais j'ignorais qu'elle était de Montluel. Voilà, vous le connaissez la chanson, il a eu son heure de gloire, Évariste, mathématicien, chanteur. Ah oui, je connais quelques titres de lui. Oui. Parce que en 68, j'étais encore assez jeune, quoi. Mais il est né à Montluel, il a grandi là-bas avant de venir à Paris et de se mettre à faire de hautes études. Ah, c'est fou, ça. C'est fou, hein, comme quoi. Alors, le groupe, quand je parle du lycée, c'est le lycée Saint-Exupéry aussi que Oui. tout a commencé. Oui. Parce qu'il y avait le collège et le lycée. Oui, en fait, j'ai fait un aller-retour aussi avec le Saint-Ex. Enfin, je dis Saint-Ex, c'est Saint-Exupéry. Oui. J'ai passé ma sixième et cinquième, à Saint-Exupéry. Ensuite sont arrivés les collèges, la séparation des générations. Donc j'ai fait mes quatrième et troisième au CES André Lassagne et Caluire, et je suis revenu pour faire ma seconde et première terminale à Saint-Exupéry. Et vous aviez des envies autres que la musique à l'époque, Kent ? Mais au départ, dès l'enfance, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Oui. Ça, c'était c'était inscrit. Je voulais faire ça. Et puis un jour, l'adolescence, je touche une guitare, j'écoute des disques et j'ai envie de monter un groupe. Donc j'ai fait les deux comme ça parce que c'était deux passions, à vrai dire. Et vous continuez à les vivre, et nous, on va continuer à vous écouter raconter ces passions à travers une autre date, le 15 février 1995. À tout de suite sur Sud Radio, avec Kent, un Lyonnais. Et je rappelle que nous sommes maintenant sur 105.8 à Lyon, et nous en sommes très heureux. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Kent, lyonnais. Je rappelle que nous sommes maintenant sur 105.8 à Lyon et nous sommes très heureux. Et ça tombe bien que vous soyez lyonnais, que vous évoquiez votre carrière aujourd'hui. Alors, on a parlé de vos débuts au lycée, du début de Star Shooter, on va y revenir. Mais surtout, il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 15 février 1995, le soir où vous obtenez une récompense officielle grâce à cette chanson. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Une victoire de la musique au Palais des Congrès, artiste féminine de l'année avec Enzo Enzo. Et ça, c'est vous qui êtes à l'origine, Kent. En tout cas, je suis à l'origine de la chanson. Oui. Je l'ai écrite et composée. Après, je crois à la création dans le sens Juliette Gréco. Voilà, oui. Je pense que Enzo Enzo a créé la chanson réellement, quoi. Si c'était pas elle qui l'avait chantée, elle aurait pas eu ce succès. Je crois sincèrement. Mais comment est né ce projet? Parce que au départ, Star Shooter et quelqu'un de bien, ça n'a rien à voir. Mais il s'est passé des années entre. Oui, on va en parler. Il s'est passé facilement presque 20 ans. C'est une évolution, c'est tout. Et, enfin, il n'y a pas qu'évolution, il y a aussi je pourrais dire qu'à l'époque de Star Shooter, j'étais brut de décoffrage parce que je le voulais bien. Mais avant Star Shooter, beaucoup de musique m'intéressait. La chanson m'intéressait en général. Après, j'ai pris un parti pris pour faire parler de moi, je vais dire. Et Enzo, c'est né comment? C'est une rencontre? Oui, c'est une rencontre de l'époque Star Shooter d'ailleurs, puisque elle officiait comme bassiste dans un groupe qui s'appelait Lily Drop. Oui. Et on s'est rencontrés sur des concerts, des émissions de radio, de télé. Et puis bon, on était amis, enfin copains. Et c'est la première femme, non c'est idiot, c'est pas la première femme, c'est le premier interprète qui m'a demandé de lui écrire des chansons. Voilà. Avant, j'écrivais pour moi essentiellement, et ça m'aurait plu d'écrire pour les autres, mais on venait pas me chercher. Et un jour, à la sortie d'un concert, elle m'a écrit une lettre en disant j'aime beaucoup tes chansons, Kent, je voudrais que t'écrives pour moi. Alors j'ai écrit pour son premier album, puis le second où il y a eu Juste quelqu'un de bien. Et ça a été une surprise pour vous d'avoir ce trophée, qu'elle reçoive ce trophée. Ouais, ça a été une surprise dans le sens où d'abord j'ai beaucoup apprécié qu'elle me fasse monter sur scène à la remise du trophée, parce que c'était la reconnaissance de l'auteur ou du compositeur, ce qui ne se faisait pas auparavant. Avant, l'interprète, il prenait ça pour lui, puis c'est tout, point. Et là, elle a dit, je veux que Kent me rejoigne sur scène parce que c'est lui qui écrit les chansons. Et j'avoue que c'était un beau cadeau qu'il me faisait. Oui, je crois que seule Edith Piaf faisait ça. Avant ses chansons, elle citait l'auteur et le compositeur. Ouais. Il y avait notamment Charles Dubon, et quand elle était
était en colère contre Dumont pour une raison ou pour une autre. Elle disait une chanson de Charles Ducon. Bon, j'espère que Enzo n'a pas fait ça avec mon nom. Alors, il y avait quand même Liane Follier et Véronique Sanson. Elle a été sacrée. Et c'est un moment d'émotion, même pour vous, outre le fait d'être monté sur scène, de cette reconnaissance pour Enzo. Oui, puis c'était totalement inattendu. C'était tellement inattendu, en fait, pour vous dire, quand son disque est sorti, moi j'étais déjà en tournée, elle avait pas beaucoup de concerts, et on s'était vu, elle m'avait dit, écoute, on a des musiciens en commun, on pourrait faire une tournée ensemble, comme ça on aura plus de concerts, si on allie nos deux répertoires. Et puis on a dit, ouais, d'accord, on va faire ça. Donc on a commencé à monter cette tournée avant que le succès arrive. Et juste quelqu'un de bien a commencé à démarrer en radio, à monter. Il y a eu cette reconnaissance des victoires de la musique, et on est parti en tournée juste après. C'était fou parce que cette tournée qui devait être une petite tournée amicale, on essaye de remplir les salles, on a fait des zéniths. C'est fou. Alors, moi, en revanche, je trouve que je l'ai reçue dans les Clés d'une vie, avec son nouvel album, elle n'a pas le succès qu'elle mérite. Ah ben, je suis bien d'accord avec vous. Je me souviens, son deuxième album, elle avait fait un grand raout dans un train, une sorte d'Orient Express à Reims avec des journalistes. Ça n'a rien apporté. Elle a un autre talent et elle peut faire beaucoup d'autres choses. Oui, mais alors là, que vous dire, quoi? Qui faut-il juger? Le public, les médias? Je n'ai pas la réponse. Alors, il y a eu Enzo, et avant, on revient effectivement à Star Shooter, parce que au départ, vous avez commencé en faisant les premières parties de Iggy Pop, de Jacques Higelin. C'était le point de départ. Oui, c'est par une première partie de Jacques Higelin qu'on s'est fait vraiment connaître et qu'on a pu faire notre premier disque. Voilà, quoi. Et puis après, une fois que le disque est sorti, effectivement, on s'est retrouvé en première partie d'Iggy Pop à l'Hippodrome, je crois, c'était Pantin. Et on était dans le dur là, parce que c'est le public d'Iggy Pop à l'époque, le public rock, c'était un public méchant, hein, faut le dire. Et à l'époque, Iggy Pop faisait des tas de choses. Je me souviens d'un jour une photo où il se cassait des morceaux de verre jusqu'à se faire saigner. J'ai voulu faire un article là-dessus. La presse française dit non, on ne parle pas de ce genre de choses, ça ne marchera jamais. Voilà. On voit le succès depuis. Voilà, c'est ça. Et c'était pour cette première partie, on s'en est bien tiré parce qu'on recevait des canettes à peine montées sur scène, et comme on a réussi à tenir 30 minutes en jouant, à la fin c'était bon, on était comment dire, adoubé par le public rock. Voilà. C'était comme à l'Alcazar de Marseille où on vous jetait des tomates, des fraises, tout ce qui pouvait exister. Et un jour, il y a un monsieur qui reçoit des tas de choses sur scène, et sa femme en coulisses continue à tricoter. Elle dit, mais votre mari reçoit des tomates sur scène, ça vous gêne pas? Et elle fait, oh non, c'est rien, hier ils me l'ont battu. C'est vous dire l'esprit qui existait. Alors, à l'époque, Kent, vous appelez Kent Hutchinson, à cause ou grâce à Starsky et Hutch? Ah, pas du tout. Alors, vous savez quoi? Je regardais Starsky et Hutch, j'ignorais que Hutch c'était Hutchinson. Ouais. Je me rappelle de Kent et donc de Starsky, mais franchement Kent Hutchinson, j'ai découvert ça après, quoi. C'est fou. Alors moi je m'appelais Kent Hutchinson parce que on s'était donné des pseudonymes anglais, mais qui fallait que ça se voit que ce soit anglais, quoi, parce qu'on voulait pas être pris au sérieux, on voulait pas dire qu'on se faisait passer pour des Anglais ou des Américains. Donc voilà. Donc il y avait Jello à la guitare, il y avait Mickey à la basse, il y avait Phil Pressing à la batterie, puis il y avait Kent Hutchinson au chant. Donc c'était pas sérieux, quoi, voilà. Et moi ça vient vraiment de noms que j'ai vus, que je trouvais qu'ils étaient graphiquement c'était bien. Et Hutchinson c'était mes baskets. Voilà. Basket Hutchinson, donc. Mais il y a un groupe comme ça qui a très bien marché dans les 70 sous pseudonyme, avec Raymond Pipin, avec Costric Premier, qui est au bonheur des dames. Oui. Et Odeur, c'était aussi des phénomènes. Ils appliquaient le même principe que vous. Ils avaient d'autres métiers. Costric Premier était dentiste, et sur scène, ils étaient dans le délire total. Oui. Bah, c'était d'ailleurs une référence pour nous quand on a commencé à gratter les guitares et à jouer dans les booms. Alors, notre répertoire était monté d'abord des disques qu'on écoutait. Alors c'était au bonheur des dames, c'était David Bowie, c'était Status Quo, des gens comme ça, quoi. À l'époque de Star Shooter, il y a une chanson quand même qui a posé des problèmes pour vous, c'était Get Back, qui reprenait les Beatles à votre façon. Oui, bah c'était un peu la recherche de la provoque, hein. En fait, ça rejoint deux choses. À cette époque-là, moi, je travaillais encore. Quand j'ai écrit les chansons, j'étais aide-magasinier dans une usine de moules de plastique. Je passais ma journée à charger des camions de cartons, de cuvettes, de tout ce qu'on veut en plastique. Et on écoutait une radio, je sais plus laquelle. Et c'était au moment où étaient sorties ces compilations des Beatles bleus et rouges.
Et la radio passait un Beatles par heure. Mais j'en avais une overdose, j'en pouvais plus, quoi, parce qu'en me disant, mais punaise, alors moi je suis dans un groupe dont on parle pas du tout, et on est en train de passer un groupe mort à la radio une fois par heure. Et donc je me suis un peu chopé les boules, et j'ai écrit un brûlot là-dessus, quoi. Je m'attaquais pas vraiment à leur musique, je m'attaquais à ce système qui entretenait un groupe qui avait disparu en quelque sorte. Et puis bon, on se rendait bien compte que en jouant fort la provoque, on allait faire parler de nous, et ça s'est passé comme ça. Oui, je crois que le disque a été retiré au bout d'une semaine. Ben oui, parce que on avait signé chez Pathé Marconi, et le 45 tours est sorti un peu en loose day, parce que Philippe Constantin, qui nous avait signé, n'allait pas signalé à la direction en quelque sorte, et Pathé Marconi distribuait les disques des Beatles. Ouais. Donc quand la direction s'est rendu compte qu'il y avait dans les magasins un disque de Starship qui s'appelait Get Back, qui insultait les Beatles, ils ont fait retirer les ventes tout de suite. Alors il y a aussi un groupe, il semble que ce soit vous, mais je suis pas certain, qui s'appelle Scooters, Kent. Oui. Ça, c'est vous aussi. Oui, c'est nous aussi, c'est nous. C'était une manière aussi de participer au mouvement punk, je dirais, je sais pas, de New Wave de l'époque. Ouais. C'est-à-dire que c'était un petit label, Skyrock, qui sortait une compilation de groupes, et ils nous ont demandé le gars, Marc Zermati nous a demandé si on voulait participer à la compile. On a dit oui, bien sûr, mais on peut pas le faire sous notre nom, donc on a trouvé un pseudonyme. Voilà. Star Shooter, ça a été 4 ans de folie. Ouais, 5 années de intense, voilà. Je compte pas les années précédentes dont je vous parle un petit peu sur les années lycée et tout ça, qui sont des années de doute aussi, et puis de mise en train, mais pendant 5 ans ça a été extrêmement intense, quoi. C'est un album par an, plus des 45 tours entre les albums, des tournées en veux-tu en voilà, c'est bon, quoi. C'était bien. Vous avez eu envie de faire autre chose? À ce moment-là, j'avais pas envie de faire autre chose. Disons que ce qui s'est passé, c'est que au bout de 5 ans, pour être honnête, on stagnait, quoi. Il se passait pas. Le téléphone a explosé, monté, et puis nous, non, on montait pas, quoi. Donc, il y a eu un moment donné où on a eu envie de faire un break, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et au bout de 6 mois, on s'est retrouvés en se disant on continue ou pas. Et en fait, on avait une tournée dans les casernes allemandes, les casernes françaises en Allemagne. Donc on s'est retrouvés à faire cette tournée pour voir si on s'entendait toujours bien. Et puis en conclusion, on s'est dit tout ça, on en a un peu marre, quoi. Voilà. Et vous êtes passé à autre chose. Alors, il y a une autre date qui ne vous concerne pas, je vous rassure, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 21 octobre 1934. À tout de suite sur Sud Radio avec Kent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Kent. Kent en scène, c'est un double CD qui sort ces jours-ci, on va l'évoquer. On évoquera aussi, parce que je crois que vous êtes en tournée et que vous terminez à Lyon. Oui. Le 7 février. Oui, le 7 février au Radiant à Caluire, à 2 pas du CES dont je parlais tout à l'heure, où on a créé le groupe Star Shooter. Voilà, donc ça on va en parler tout à l'heure, et puis ça permet de rappeler que Sud Radio est depuis 2 jours à Lyon sur 105.8, et donc celles et ceux qui nous écoutent à Lyon pourront encore plus venir vous voir à Lyon le 7 février. Alors, il y a une date dans votre vie qui est le 21 octobre 1934. Ça vous concerne pas, mais c'est la sortie du numéro 1 du journal de Mickey. 64 34. 34. C'est-à-dire, chaque jeudi, je crois, votre grand-mère vous achetait Mickey. C'était le bonheur de votre semaine à l'époque. Oui, ça faisait ma semaine, effectivement. Je le lisais de bout en bout. Je lisais tout, absolument tout. Et une fois que j'avais lu le journal de Mickey, je redessinais Mickey et les personnages du journal, les héros dans le journal. Et je dessinais ça sur le papier d'emballage du boucher pour du beefsteak et tout ça, parce qu'on n'avait pas de papier, en fait. Ma grand-mère n'avait pas assez d'argent pour m'acheter du papier. Vous aimiez dessiner déjà à l'époque? Ah oui, énormément. Mais je crois à la vertu de l'ennui. Je trouve qu'on s'ennuie pas assez aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on va prendre un crayon, c'est ça qui fait qu'on va rêver et qu'on va rêver une vie et vouloir vivre ses rêves après. Alors il se trouve que le journal de Mickey, il faut le savoir, pourquoi il est né ce jour-là, c'est que Paul Vinclair, qui était un éditeur célèbre à l'époque, va à Londres voir Walt Disney et dit je voudrais faire le journal de Mickey.
Il n'en pensait pas du tout à ça, Walt Disney. Il a dit, oh, faites ce que vous voulez, mais signez-moi quand même un papier. Et Walt Disney a fait une carte de visite où il a dit, j'autorise Paul Vinclair à faire le journal de Mickey. Ce qui a servi de contrat, et ça a marché. Et le journal de Mickey français est devenu le modèle des autres journaux de Mickey dans le monde entier, et en particulier en Italie. Ah bah vous me prenez quelque chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, Mickey, c'était un événement. Il y avait Mickey à travers les siècles, je crois, pour apprendre l'histoire de France. Oui. Il y avait des gags, c'était étonnant. Oui, et puis il y avait plein d'autres personnages. Il y avait notamment l'oncle Cricru. C'était quelque chose qui m'amusait. Je sais même plus de quoi ça parle, mais il y avait Pim Pam Poum et Pipo. Pim Pam Poum, oui, qui marchait. Voilà. Et, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Zorro déjà. Il y avait Zorro, absolument. Ouais. Donc tout ça marchait bien. Alors, l'amour de la bande dessinée, c'est venu comment, Kent? Bah, c'est venu en lisant ça, en lisant ce Mickey. Après, quand je me souviens justement à Montluel, il y avait un ami de mes parents qui était pourtant pas un enfant, qui était un adulte, mais qui achetait ces fascicules qu'on trouvait chez les marchands de journaux, qui étaient des petits bouquins comme ça où il y avait Foxy et Croa, il y avait Dame Tartine. Oui, Dame Tartine, Blake le Rock, c'était Blake le Rock et tout ça. Et donc il me les passait après et moi c'était un sommet de lecture pour moi. Et quand j'ai découvert un premier Tintin, un premier album de Tintin, alors là je rentrais dans le Graal, quoi. C'était fou. Le Tintin en Amérique, en album cartonné, c'était fou pour moi, quoi. Et il y a un autre rocker qui aimait les bandes dessinées, c'était Eddie Mitchell. Et je sais que quand, justement, l'éditeur de Pépito, Sage Édition, a fermé, il l'a appris. Il est venu un soir, il s'est mis d'accord avec le gardien et il a emporté tous les fascicules qui étaient là, y compris les originaux pour sa collection. Voilà. Faut que j'aille le voir. C'était rue Gagy-Gabillot à Paris, exactement. Voilà. Dans les années 70. Alors, de là à devenir dessinateur et de travailler pour Métal Hurlant, il y a un pas. Comment ça s'est fait, Kent? Ça s'est fait. Je saurais pas trop vous dire. Je continue à dessiner, donc bon an mal an pendant mes loisirs jusqu'à mon adolescence. Sans prendre de cours, sans faire de formation particulière. Ah non, mais alors il faut le savoir qu'à l'époque, autant maintenant dans toutes les écoles de dessin, voire même il y a des écoles de dessin spécialisées dans la bande dessinée. Dans toutes les écoles de dessin, il y a une branche de bande dessinée. Moi, je me souviens très bien en fait, j'ai eu la chance, si je suis retourné au lycée Saint-Exupéry en seconde, c'est parce qu'il y avait une classe pilote de section littéraire avec option artistique. Et dans cette option artistique, on avait droit à des heures de dessin et des heures d'histoire de l'art. Et j'ai pris ça parce que comment dire, c'était pour apprendre justement plus de techniques sur le dessin. Et le premier cours que j'ai eu avec le prof de dessin, fait un tour de table en gros en demandant à chacun pourquoi il choisit cette option artistique. Alors bon, je sais plus la réponse de chacun. En tout cas, quand ça arrive à mon tour, je dis je vais faire de la bande dessinée. Et le prof, il a un haussement d'épaule, il fait de la bande dessinée, mais c'est pas sérieux. Voilà, on en était là à cette époque-là quand même. Ah mais quand on lisait Spirou ou Tintin ou même Pilote, on était très mal vus. Oui, c'est ça. Mais mes parents ne voulaient pas m'acheter ça. Je lisais ça chez les copains, quoi. Voilà, donc comment on fait? On fait bon an mal an, quoi. C'est-à-dire que j'apprends en lisant les bandes dessinées des autres, en lisant Uderzo, en lisant Hergé, en lisant Gire avec Blueberry et d'autres, je sais pas, Tanguy et la Verdure. J'apprends à dessiner en imitant comme ça, et puis je commence à apporter mes dessins à Paris en montant soit en stop, soit en train, comme je peux. Et j'essaie de montrer mes dessins chez Dargaud, mais il faut laisser le carton alors que je repars le soir même en train, donc je peux pas. Enfin voilà. Et enfin arrive cette revue qui s'appelle Métal Hurlant, où là, pour moi, c'est le nirvana. J'ouvre cette revue, il y a tout ce que j'aime, la science-fiction, les dessinateurs de talent, un ton aussi, une manière, parce que déjà, comme j'avais 15-16 ans, je m'intéressais plus. Bon, j'aimais bien, je continuais à aimer Tintin, mais il y avait quand même aussi une culture parallèle venant d'Amérique et voire même de pilotes d'ailleurs, des gens comme Gottlieb ou comme je sais pas, comment des Gottlieb et puis au début justement Giraud, c'est ça qui a changé beaucoup de choses. Druyet, donc ça ouvrait complètement les yeux et l'esprit et donc ces gens-là se retrouvent à monter Métal Hurlant. Donc le prochain voyage que je fais pour montrer mes planches, je vais évidemment frapper à la porte à Métal Hurlant et là je tombe sur Jean-Pierre Dionnet, le créateur, un des créateurs de la revue, qui m'ouvre lui-même la porte. C'est pas une secrétaire, c'est pas une standardiste, c'est ce gars-là qui m'ouvre la porte, il regarde mes dessins, il m'en prend
Et il m'emmène chez lui, et je ressors 2 heures après avec des sacs entiers de bouquins et tout ça. Il me dit, reviens me voir la prochaine fois. Et c'était parti. Et c'est parti parce que, en fait, Jean-Pierre Denet a essayé de travailler pour des fanzines au départ. Il a travaillé pour Pilote. Il a créé son propre univers, associé à Moebius et à Mandrika. Mandrika qui était le concombre maspé qui nous a quittés il y a pas longtemps et qui était aussi le co-créateur de l'Écho des savanes avec Gottlieb et avec Claire Bretéché. Voilà, les premiers. C'est une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on est passé de Spirou, Tintin, Pilote à une nouvelle génération que vous avez découvert et apprécié. Voilà, puis j'étais sur cette longueur d'onde. J'étais le lecteur parfait pour ce genre de magazine. Alors, vous allez quand même faire 6 albums de bande dessinée, c'est pas mal. Ah bah à l'époque, oui, mais c'était... j'ai démarré en faisant des petites histoires dans Métal Hurlant. On m'a pris d'abord une histoire qui faisait une planche, puis après on m'a pris une histoire qui faisait 4 planches. On m'a présenté à des scénaristes avec qui j'ai travaillé, notamment François Rivière. Et puis mon premier album, c'est une compilation en quelque sorte de ces petites histoires. Et après, il y a eu des histoires au long cours avec un ami d'école, justement, qui était au lycée avec moi, qui s'appelait Philippe Bernalin, et qui m'a fait des scénarios. Mais c'est un énorme travail. Dessiner, ce sont des heures et des heures passées dans son appartement devant ses planches. Ben surtout, ce qui était compliqué pour moi, c'est qu'on évoquait tout à l'heure Star Shooter et l'intensité de la vie du groupe. C'est-à-dire que je faisais ça en même temps. Je faisais à la fois du dessin et j'étais en tournée avec le groupe. J'enregistrais des disques et tout ça. Donc c'était compliqué. Et c'est comme ça que je me suis trouvé un style rapide, voilà, qui était très arraché, très enlevé, pour pouvoir faire les deux. Il y avait une autre maison d'édition qui était Futuropolis à l'époque. Oui. Qui faisait partie aussi de vos passions. Ben oui, parce que eux éditaient aussi des très beaux livres qui correspondaient encore une fois à mes goûts. Et j'ai fait leur connaissance assez vite parce que j'aimais beaucoup le travail de graphiste d'Étienne Robial. Qui a créé Futuropolis. Et donc, le premier album de Star Shooter, j'ai eu envie que ce soit Étienne Robial qui fasse la maquette de la pochette. On avait une idée de photo et on voulait la mettre en scène. Et je suis allé voir Étienne Robial et il a fait la première pochette de Star Shooter, puis la seconde, puis après il en a fait une autre pour moi dans ma carrière solo. Il faut savoir que Futuropolis était un éditeur qui a eu une des premières librairies de BD à Paris. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et c'était très discret à l'époque. Ça marchait pour un public d'initiés. C'est ça. Mais c'était ça qui est excitant, c'est qu'on sentait qu'on était des initiés. Il y avait aussi le festival d'Angoulême. Alors là, j'ai découvert, je savais qu'il existait, mais j'y suis allé bien tardivement à Angoulême. Alors, il y a aussi autre chose d'étonnant, parce que dans Star Shooter, c'est une chose, Enzo, c'est autre chose. Il y a eu aussi cette chanson. Au pays de Graragon, il y avait une fille qui aimait le citron et vanille. Alors là, on change de genre. Kent et les Joyeux Drilles dans Aragon et Castille de Bobby Lapointe. Oui. Ah, les joyeux urbains. C'est les joyeux urbains. Voilà, ouais. ça me revient. Ah bah disons, c'était dans le sud, ça. Oui, je me rappelle. Oh c'était un spécial Bobby Lapointe, je crois, ce soir-là. Oui, voilà. Bobby Lapointe, ça va, je peux le faire. Mais je ne fais pas systématiquement tous les chanteurs. Oui. Par exemple, Bobby Lapointe, ça va, parce que c'est quelqu'un que j'aime, voilà. Et je peux faire Jacques Brel. Brassens, j'ai du mal quand on m'invite, comme Trenet aussi. C'est pas des gens que je méprise, c'est juste que c'est pas mes goûts. Voilà. Alors, il se trouve que Bobby Lapointe, de son vivant, a eu très peu de succès. Il passait dans le cabaret Le Cheval d'Or. Il était même quelquefois déguisé en homme grenouille et personne ne le remarquait. Il n'a eu qu'un seul succès avec Joe Dassin, qu'il produisait Saucisson de cheval. Et celui qu'il a aidé jusqu'au bout, c'est Brassens, justement, qu'il a pris en première partie. Et lorsqu'il rangeait sa voiture n'importe comment les dernières années, il disait « Je paye pas mes contraventions parce que je sais que je suis malade et que j'en ai plus pour longtemps. » C'était un personnage. Et aujourd'hui, il est culte. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas nous qui décidons de la postérité, quoi. Alors, Brel, justement, vous avez aussi contribué à un album pour enfants, Brel. Oui. Ça, c'est important pour vous. Brel, c'est important. L'album pour enfants, j'en sais rien, mais pour moi, j'étais content d'enregistrer des chansons de Brel encore. En plus, c'était aussi avec Emmanuel Urbanet, qui était des Joyeux Urbains, c'est lui qui me l'avait demandé. Et j'ai fait souvent des reprises de Brel dans mes tournées. À une certaine époque, il y avait un Brel dans chaque tournée. Et pourquoi c'est l'auteur qui vous fascinait, c'est le musicien, c'est l'ensemble, c'est le révolté permanent? C'est l'artiste. D'abord, effectivement, ses chansons, la façon dont il les portait, dont il les chantait. Moi,
je préfère voir des images de Brel sur scène que on parlait d'Iggy Pop par exemple. Voilà, oui, je trouve qu'il avait, il avait un rapport extrêmement physique avec ses chansons et ça m'a influencé vraiment. Et d'ailleurs, Brel sur scène, c'était 2 chemises pendant 45 minutes tellement il transpirait. Oui, oui. Que dire, je sais pas, j'ai essayé de faire pareil, mais moi c'était des t-shirts, donc j'avais moins chaud. Alors la scène, justement, on va en reparler à la date du 2 février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Kent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sur Radio, les clés d'une vie, mon invité Kent. Donc le 2 février 2024, et ça sort Kent en scène. Alors c'est un double album de ce que vous avez fait sur scène voici quelques années. Pourquoi avoir ressorti aujourd'hui ce double album dans une version remasterisée, Kent ? Et augmenté surtout, oui. Parce que c'est ça qui compte. C'est-à-dire que j'ai chez moi un meuble où j'ai des archives. J'ai pas toujours le nez dedans, quoi. Mais je me suis rendu compte en fait que on avait cet album qui est l'album qui a le mieux marché de ma carrière. En fait, il n'était pas vraiment mis en avant par le temps, on va dire, quoi. J'avais ressorti un coffret de mes albums studio, mais les albums en public ils passent un peu à l'as. Or celui-là, il a vraiment compté dans ma vie et j'ai eu envie de remettre un coup de lumière et je me suis rappelé que j'avais peut-être des enregistrements inédits. Donc j'ai recherché, j'ai retrouvé ces enregistrements inédits parce que on avait mixé l'album. C'était pas quand l'album est sorti, c'était une espèce de best-of. L'édition originale. On avait choisi les morceaux les plus parlants, les plus populaires de mon répertoire. On avait laissé de côté d'autres. Et là, j'ai ressorti cela. Je suis allé sonner à la porte du Panthéon Universal et j'ai dit voilà, j'ai ça. Comme vous faites de la réédition, on pourrait peut-être la faire ensemble. Et puis ils sont tombés d'accord, quoi. Et pourquoi cet album est-il si important à votre cœur, Kent ? Parce qu'effectivement, c'est un sommet dans ma carrière d'un point de vue populaire, quoi. Ça arrive en même temps que Juste quelqu'un de bien. D'ailleurs, Enzo chante Juste quelqu'un de bien dans mon répertoire là, sur ce disque. C'est la même époque dont je parlais tout à l'heure, quoi. C'était inattendu, encore une fois, mais bon, on attend tous le succès, sauf que quand il arrive, des fois, on ne le voit pas. Parce que c'est tellement rapide que on se rend pas compte du bonheur qu'on est en train de vivre. Et dans cet album, donc, Kent en scène, il y a une chanson d'actualité, c'est Je reviens. Je reviens parce que j'ai tout fait à l'envers. Toi tu nous voyais faire la paire. Je préférais les filles de l'air. Vous revenez mais vous n'êtes jamais parti finalement. Oui. C'est marrant, c'est le seul titre inédit de ce disque en fait. Il est sur aucun autre disque. Et non, je suis jamais réellement parti. J'ai continué ma vie, j'ai continué à chanter sur scène après ça, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je reviens un peu à votre parcours. Après Quelqu'un de bien, on a commencé à vous demander des chansons de tous les côtés. Oui, on m'en a demandé pas mal. J'ai écrit pour plusieurs interprètes, Michel Fugain, Johnny Hallyday, Zazie même, dans le premier album de Zazie. Enrico Macias aussi. Enrico Macias, qui était une belle rencontre. Ouais, j'ai beaucoup aimé de travailler avec lui. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait s'adapter au style de la personne. C'était pas au départ votre but dans la chanson. Mais je me suis pas adapté, justement. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas continué cette carrière d'auteur pour les autres. Je ne sais pas faire du sur-mesure. J'écris des chansons, on les prend ou on les prend pas. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais je ne sais pas écrire pour les autres. J'aime bien qu'on vienne me chercher, justement, comme m'a fait Enzo. J'aime bien tes chansons. J'ai envie de chanter tes chansons. Et là, ce qui s'est passé avec ces gens-là, c'est ça, quoi. Et en même temps, ça a interrompu quelquefois votre carrière d'artiste, de chanteur. C'est-à-dire je sais qu'il y a eu, par exemple, quand vous êtes parti de Lyon pour venir à Paris, je crois que c'était J'aime un pays, qui était un grand succès. Ça a pris quelques années. Oh déjà oui, ça, le succès est revenu, disons, à partir de J'aime un pays. En gros, il y a 7 ou 8 ans où j'ai une espèce de traversée du désert, oui, volontaire au départ, puisqu'après Star Shooter, je me consacre à la bande dessinée. C'est là où je fais la plupart de mes albums. Ça dure quelques années. Je fais de la musique en dilettante. Je cherche ma voix, les deux voix d'ailleurs, VOIE, VOIX, et puis j'écris des chansons.
je commence à faire premier album, deuxième album, j'en suis pas très très content parce que je sais pas où je vais, quoi. Enfin, je voudrais faire de la chanson française revue et corrigée, mais à l'époque c'était mal vu. On dit mais t'es fou, t'es un rocker, qu'est-ce que tu vas faire ça? C'est ringard et tout. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas voulu de ça à cette époque-là, c'était bon parce que je pense que j'aurais fait de la chanson française à l'époque, je me bananais sérieusement et j'arrivais trop tôt. Et là, de par le fait qu'on m'a tenu la bride, quand c'est arrivé, c'était le bon moment. Oui, je crois que ça a commencé par une tournée acoustique où il y a eu un déclic quand vous avez découvert la chanson française alternative. Oui, et puis je me suis découvert en fait chanteur tout court. C'est-à-dire que avant, je faisais de la scène avec un groupe, avec des amplis, des guitares électriques. Ça faisait du bruit. Il me fallait cette espèce d'armure, de carapace pour me sentir bien sur scène. Et quand je me suis retrouvé à refaire de la scène en acoustique, c'est parce que j'avais besoin de monter sur scène. C'était le seul moyen. Les radios ne me passaient pas. Et je suis allé jouer dans des bars, dans des clubs au fin fond de toutes les régions de France. Et avec une guitare acoustique et puis de larron, quoi. Et franchement, la première fois que je suis monté sur scène avec ma guitare acoustique, avec des gens comme ça qui n'écoutaient pas vraiment, qui étaient en train de parler au bar, j'ai l'impression de monter à poil sur une scène, quoi. Et puis j'ai réussi à capter leur attention. Je me suis rendu compte qu'ils écoutaient mes paroles et au fil des mois qu'ils chantaient mes paroles, là, ça a été une révélation pour moi. Voilà. Alors, vous êtes devenu un symbole de la nouvelle chanson française à l'époque. C'est ce que certains des critiques ont dit. Oui, disons que j'étais un des fers de lance, oui, mais c'est pareil, je suis arrivé au bon moment, parce que j'avais pris du retard avant, peut-être, mais j'ai eu cette chance-là, à la fois avec Star Shooter, d'arriver au bon moment, et quand ma carrière solo a pris de l'ampleur, j'arrivais au bon moment aussi. Alors, il se trouve qu'il y a quand même, ça vous empêche pas d'aimer le passé, et il y a dans cet album Kent en scène une chanson qui s'appelle Un peu de Prévert. Un peu de Prévert dans ma rue, mon univers. Un peu de Prévert dans mon sang, dans ma chair. C'est vrai que Prévert, pour vous, c'est important. D'ailleurs, vous évoquez la fourmi, une fourmi à votre façon dans cet album. Oui, mais c'était comme je disais à l'époque de Star Shooter, je vivais, je peux dire on vivait au présent tout de suite et on faisait du passé table rase. Il fallait on voulait qu'on faire parler de nous, c'était ça avant tout. Et ensuite, avec cette nouvelle approche de la chanson, j'ai soit ressorti ce que j'aimais auparavant, comme Jacques Brel, soit j'ai approfondi cette chanson-là. Et évidemment, quand on approfondit cette chanson, on est obligé de passer par Prévert, parce que c'est un maître dans le genre, quoi. Et Prévert, d'ailleurs, qui habitait juste à côté de chez Boris Vian, ils avaient une terrasse commune au-dessus du Moulin Rouge, où ils ne sont jamais allés d'ailleurs. Et Vian, vous l'avez aussi évoqué un jour, ça fait aussi partie de vos passions. Oui, c'était une passion, c'était une grande découverte de ma dernière année au lycée. En fait, je remercierai jamais assez cette professeure de français qui m'a fait découvrir Boris Vian, quoi. Et j'ai découvert le romancier, le personnage, quoi, qu'il était, ce joueur de trompinette, ce larron aussi, et puis c'est la poésie de Vian, ses chansons évidemment, et voilà. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui fait tout ce qui lui passe par la tête, il essaye de le faire. Et voilà, j'ai suivi l'exemple. Voilà. Et ces jeunes années, vous les évoquez dans cet album avec la musique de mon enfance. Permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, mais bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. On s'attend pas à ça de Star Shooter. Bah non, on s'attend pas à ça parce qu'effectivement, encore une fois, c'était rangé dans les placards, tout ça, quoi. Mais c'est quand même, comme je le disais, ça fait partie de ma vie. En fait, c'était marrant de me rendre compte, quand je me posais la question après Star Shooter, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je chante sous ma douche le matin? Oui, je peux chanter du Rolling Stones, je peux chanter, mais je chante ça aussi, quoi. Ça fait partie de moi, donc il faut qu'il y ait une espèce de thérapie en quelque sorte, faire ressortir le passé. D'ailleurs, vous avez failli faire la première partie des Rolling Stones à une époque. Absolument. Ouais, bah c'était justement à l'époque, presque la fin de Star Shooter. Moi, il y avait ce fameux break dont on avait décidé, et moi j'allais partir en Afrique, au Cameroun, avec un billet open, c'est-à-dire que je savais pas quand est-ce que j'allais rentrer.
voyager. Je partais là-bas avec l'excuse de prendre des notes sur mon prochain album de bande dessinée. Et j'allais embarquer dans l'avion quand mon manager m'a donné un coup de fil. J'étais à Métal-Hurlant déjà à ce moment-là, dans les bureaux de Métal-Hurlant, le téléphone sonne et c'est mon manager qui me dit on nous propose la première partie des Rolling Stones dans 15 jours. Je dis mais Gilles, dans 15 jours je sais pas où je serai en Afrique mais je sais pas où. Et il me dit alors qu'est-ce qu'on fait? Je fais on fait pas. Voilà. C'est quand même particulier. Alors finalement tout ce que vous faites et cet album, ce double album en est le symbole, c'est pour l'amour du public. Car ce qui compte pour vous, je crois, Ken, c'est l'amour du public. Bien sûr, ce qui compte pour moi, c'est que ce que je fais touche les gens, mais je ne fais pas des choses pour toucher les gens. Vous voyez la nuance. Vous faites du Kent en espérant que ça touche les gens. Qui même me suivent, mais voilà. Mais je suis pas prêt à tous les compromis pour que les gens aiment ce que je fais. Je suis incapable. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en tournée. Vous avez repris une tournée donc qui se termine à Lyon le 7 février. Parce qu'il n'est pas question de quitter la scène. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Là, je me pose des questions par rapport au métier aujourd'hui, à ma place dans ce métier. Mais de toute façon, j'ai une bonne excuse. J'ai un nouveau projet de bande dessinée qui va m'occuper bien 2-3 ans. Donc, ça va me permettre de faire une pause. Et donc, voilà, le dernier concert, c'est effectivement à Lyon le 7, où je vais reprendre beaucoup de morceaux de Kent en scène, parce que justement, il sort là maintenant. Donc, c'est amusant de reprendre des chansons de ce moment-là. Il y aura aussi le 4 février, je crois, à Paris, le Café de la Danse. Le 2 février. Le 2 février, au Café de la Danse. Hop. On coupe tout, c'est le 3. Je vais y arriver, c'est au milieu, c'est entre le 2 et le 4, c'est le 3. Je vais reprendre. Donc le 3 février, vous serez au Café de la Danse, le 7 à Lyon, où je rappelle que nous sommes maintenant sur 105.8. Et c'est vrai que je crois que le public est content de vous retrouver, comme vous êtes content de le retrouver. Oui. Quand je suis sur scène, je suis heureux. Voilà, je suis heureux, et si j'apporte du bonheur, je suis encore plus heureux. De toute façon, je suis heureux parce que j'apporte du bonheur. Si j'apportais de l'ennui, je partirais évidemment, quoi. Bon, écoutez, restez avec nous. En tout cas, on a été heureux de vous accueillir. Je rappelle que Kent en scène, c'est donc un double album qui est sorti, que vous jouez en tournée, et notamment à Lyon. Nous écoutons, je répète, sur 105.8, le 7 février. Merci Kent, et à bientôt, j'espère, pour d'autres projets. Merci de m'avoir accueilli. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.